Chapitre 15. À nous deux, capitaine Crochet. Il nous arrive à tous d'étranges choses sur le chemin de la vie, sans que nous y prenions garde tout de suite. Ainsi, par exemple, nous découvrons subitement que, depuis un laps de temps indéterminé, disons une demi-heure, nous y entendons plus que d'une oreille. C'est le genre d'expérience que fit Peter par cette nuit-là. Quand nous l'avons vu pour la dernière fois, il traversait furtivement l'île, un doigt sur les lèvres et le poignard prêt à frapper. Lorsque le crocodile le dépassa, il ne remarqua rien de particulier. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il se souvint de ne pas avoir entendu son tic-tac familier. Il trouva ce fait inquiétant, puis conclut avec raison que le réveil avait dû s'arrêter. Sans se demander un instant ce que peut éprouver une créature brutalement privée de son plus intime compagnon, Peter réfléchit à la façon dont il pourrait utiliser la catastrophe à son propre avantage. Et il décida de faire tic-tac afin que les bêtes sauvages le prennent pour le crocodile. Le laisse passer sans encombre. Il tic-taquait à merveille, mais le résultat fut inattendu. Le crocodile étant de ceux qui l'entendirent, se mit à le suivre, soit dans le but de récupérer ce qu'il avait perdu, soit simplement comme un ami qui croit de nouveau faire tic-tac. On ne le saura jamais, car comme tous les gens esclaves d'une idée fixe, c'était une créature stupide. Peter atteignit le rivage sain et sauf, et poursuivit sa route. Ses jambes entrèrent dans l'eau, comme si elles ignoraient qu'elles pénétraient dans un élément différent. Ainsi font un grand nombre d'animaux qui passent de la terre au milieu aquatique, mais pas un humain de ma connaissance. Tout en nageant, Peter n'avait qu'une seule pensée. Cette fois, ce sera Crochet ou moi. Il s'était tellement habitué à ce tic-tac qu'il le faisait machinalement maintenant, sans même s'en rendre compte. S'en serait-il aperçu qu'il aurait cessé aussitôt, car il ne lui vient pas à l'esprit d'aborder le navire en se servant de ce tic-tac, encore que ce procédé soit ingénieux. Au contraire, il fut persuadé qu'il avait escaladé le flanc du brick sans faire plus de bruit qu'une souris. Aussi fut-il tout surpris de voir les pirates trembler devant lui et Crochet au milieu d'eux, aussi pitoyable que s'il entendait le crocodile. Le crocodile! Peter n'eut pas plutôt pensé à lui qu'il entendit son tic-tac, et il jeta un bref coup d'œil derrière lui. Puis il réalisa qu'il était lui-même l'auteur de ce bruit et saisit en un éclair toute la situation. « Comme je suis intelligent, se dit-il, tout en faisant signe aux garçons de garder leur applaudissement pour plus tard. » À ce moment, Ed Teinte, le quartier maître, surgit du gaillard devant et s'avança sur le pont. « À présent, lecteur, regarde ta montre et chronomètre l'action. » Peter frappe juste et fort. De ses mains, John bâillonne l'infortuné pirate, et étouffe son cri d'agonie. Celui-ci s'effondre en avant. 4 garçons se précipitent et amortissent le bruit de sa chute. Peter donne le signal, et le cadavre est jeté par-dessus bord. Un plouf, puis le silence. Combien cela a duré? Et d'un, dit la plume, le conte a commencé. Peter disparut sur la pointe des pieds dans la cabine. Il était temps, car plus d'un pirate prenait son courage à 2 mains pour regarder autour de soi. Chacun percevait maintenant le souffle haletant de l'autre, ce qui prouvait que le terrible son avait cessé. « Il est parti, capitaine, dit Smith, en essuyant ses lunettes. Tout est calme. » Lentement, Crochet sortit la tête de dessous sa fraise et tendit si fort l'oreille qu'il aurait pu ouïr l'écho du tic-tac. N'entendant rien, il se remit fermement sur ses pieds. « À la planche !» cria-t-il.
jolie Blanche, promenez-nous à petits pas, jusqu'à ce qu'elle penche et nous envoie boire à la grande tasse. » Pour terroriser davantage ce prisonnier, et bien que sa dignité en pâtit, il se mit à danser sur une planche imaginaire, tout en chantant et grimaçant. Quand il eut fini, il lança « Voulez-vous une caresse du chat à 9 queues ?» avant de marcher sur la planche. Tous tombèrent à genoux. « Non, non, supplièrent-ils, d'une voix lamentable qui amena un sourire sur la face cruelle du pirate. « Qu'on aille chercher le fouet, dit Crochet. Il est dans la cabine. » La cabine. Peter aussi était dans la cabine. Les enfants échangèrent un regard. « On y va, » répondit gaiement le truand à son capitaine. Les garçons le suivirent des yeux, tandis qu'il pénétrait dans la cabine. Ils s'aperçurent à peine que Crochet avait repris sa chanson, accompagné de ses chiens serviles. Yo how, le chat griffe. N'oubliez pas qu'il a 9 queues et quand il est griffe sur votre dos. La suite, on ne la saura jamais, car un hurlement horrible jaillit de la cabine, interrompit les chanteurs. La plainte se répandit sur le pont, avant de se perdre au loin. Un chant de victoire lui succéda, que les garçons connaissaient fort bien, et qui effraya les pirates plus encore que le hurlement. « Qu'était-ce » demanda Crochet. « Et de deux, » dit la plume d'un ton solennel. Après une minute d'hésitation, l'Italien Cecco s'élança dans la cabine. Il en ressortit chancelant et hagard. « Eh bien, chien, qu'est-il arrivé au truand ?» siffla Crochet en se campant devant lui. « Il lui est arrivé qu'il est mort, poignardé, » dit Cecco d'une voix blanche. « Pile le truand, mort !» s'écrièrent les pirates médusés. « Il fait noir comme chez les loups dans cette cabine, » dit Cecco, bégayant presque, « et il y a là-dedans une chose terrible qui chante comme un coq. » L'air de jubilation des garçons, les regards de détresse des pirates, rien de tout cela n'échappait à Crochet. « Cecco, dit-il de son ton le plus ferme, retourne à la cabine et ramène-moi ce chanteur de cocorico. » Cecco, le brave des braves, refusa en tremblant, mais Crochet caressa sa griffe d'un air sinistre. « Tu as bien dit que tu irais, Cecco, dit-il rêveusement. Cecco partit en levant les bras de désespoir. Cette fois plus de chant, tous écoutaient. De nouveau s'éleva un cri d'agonie, puis une autre de victoire. Personne ne souffla mot, sauf la plume. « Et de trois, dit-il. D'un geste, Crochet rassembla ses troupes. « Stupide à ressort, donna-t-il. Lequel d'entre vous va me ramener ce pousseur de cocorico ?» Attendez que Cecco soit revenu, ronchonna Starkey, et les autres se rangèrent à son avis. « Il m'a semblé que tu te portais volontaire, Starkey, » dit Crochet sans cesser de caresser sa griffe. « Par tous les diables, non » s'écria Starkey. « Ma griffe pense le contraire, » dit Crochet en s'avançant vers lui. « Je me demande, Starkey, s'il ne serait pas plus sage de ta part de ménager son humeur. » « Plutôt me faire pendre que d'entrer là-dedans, » s'obstina Starkey, soutenu une fois de plus par l'équipage. « Une mutinerie » demanda Crochet plus aimable que jamais, et Starkey mène le bal. « Pitié, capitaine » gémit Starkey, tremblant des pieds à la tête. « Serrons-nous la main, Starkey » répondit Crochet en tendant sa griffe. Du regard, Starkey chercha du renfort parmi ses camarades, mais tous l'abandonnaient. Il recula. Crochet marcha devant lui, la fameuse lueur rouge allumée dans ses prunelles. Avec un cri de désespoir, le pirate enjamba le canon et se précipita dans la mer. « Et de quatre, » dit la plume. « À présent, demanda poliment Crochet, un autre gentleman désire-t-il se mutiner ?» Il saisit une lanterne et brandissant son crochet d'un air menaçant. « J'irai moi-même chercher cet animal, dit-il. » Et il entra résolument dans la cabine. Et de cinq, oh comme la plume trépignait d'impatience, il
quelque chose, répéta Mullins, et Chego demanda plat de nouilles. Aussi mort que le truand, répondit brièvement Crochet. Son peu d'empressement à retourner dans la cabine impressionna défavorablement l'équipage, et de nouveau appel à la mutinerie s'élevèrent. Tous les pirates sont superstitieux, et Cookson observa. On dit que le signe le plus sûr pour reconnaître un bateau maudit, c'est quand il y a à bord une personne de plus qu'on en peut compter. J'ai entendu dire, marmonna Mullins, qu'ils hantent toujours les bateaux pirates près de leur fin. Avait-il une queue, capitaine? On dit que quand il vient, ajouta un troisième avec un regard de haine pour Crochet, il prend l'apparence du plus méchant des hommes qui se trouve à bord. Avait-il un crochet? Railla insolemment Cookson, et l'un après l'autre, tous répétèrent. Ce navire est voué à sa perte. Sur ce, les enfants ne purent s'empêcher de pousser des hurrahs. Crochet avait presque oublié ses prisonniers, alors qu'il se balançait d'un pied sur l'autre en tournant autour d'eux. Son regard s'alluma soudain. Les gars, lança-t-il à l'équipage, j'ai une idée. Ouvrez la porte de la cabine et poussez les gamins là-dedans, qu'ils se débrouillent avec le chanteur de Cocorico. S'ils le tuent, tant mieux pour eux. S'ils les tuent, tant pis pour eux. Et ce n'est pas mal pour nous. Pour la dernière fois, ces chiens rampants admirèrent leur capitaine et exécutèrent fidèlement ses ordres. Les garçons, feignant de se rejamber, furent poussés à l'intérieur de la cabine, dont la porte se referma sur eux. Et maintenant, écoutons, dit Crochet. Tous écoutèrent sans que personne osât regarder la porte. Si, une seule osa, Wendy, qui pendant tout ce temps était restée attachée aux mains. Elle ne s'attendait ni à un cri d'agonie, ni à un cocorico de triomphe, mais à voir réapparaître Peter. Elle n'attendit pas longtemps. Peter avait enfin trouvé ce qu'il cherchait, la clé qui libérerait les enfants de leur chaîne. Quand ils se glissèrent hors de la cabine, armés de toutes les armes qu'ils avaient pu dénicher, Peter leur fit signe de se tenir cachés jusqu'à ce qu'il eût coupé les liens qui retenaient Wendy. Ce fut aussitôt fait, et alors, rien n'eût été plus facile que de s'envoler tous ensemble. Oui, mais voilà, le défi de Peter, à nous deux, capitaine Crochet, leur barrer la route. Peter souffla à l'oreille de Wendy d'aller se cacher avec le reste de la bande, et lui-même prit sa place au pied du mât, enveloppé dans le manteau de la fillette. Alors, prenant sa respiration, il poussa son cocorico de victoire. Les pirates crurent pour le coup que tous les garçons gissaient morts dans la cabine. Crochet essaya de ranimer leur courage, mais ils avaient fait d'eux des chiens, et ces chiens lui montraient leur gros s'ils détournaient les yeux et lui sautèrent dessus. Les gars, reprit-il, prêts à cajoler ou à frapper selon le besoin de la cause, mais sans impliquer le moins du monde. Je sais ce que c'est. Il y a un oiseau de malheur à bord. Ouais, ricanèrent-ils, hargneux, une espèce d'homme avec une griffe. Non, les gars, non, c'est la fille. Les femmes ont toujours porté malheur aux bateaux pirates. Tout ira bien quand elle aura débarrassé le plancher. Certains se souvinrent que c'était là un des aphorismes favoris de Flint. Cela vaut le coup d'essayer, dirent-ils, à demi convaincus. Jetez-la par-dessus bord, ordonna Crochet. Ils se précipitèrent vers ce qu'ils croyaient être Wendy. Plus personne ne peut vous sauver, mademoiselle, railla Mullins. Si, répondit le personnage emmitouflé dans le manteau. Qui donc? Peter Pan, le vengeur, s'écria le garçon en jetant à terre le manteau. Alors tous comprirent qui était l'auteur du massacre de la cabine. Par 2 fois, Crochet essaya de parler. Par 2 fois, la voix lui manqua. Et en cette minute terrible, son cœur féroce dut se briser. Pourfondez-le, ordonna-t-il, mais sans grande conviction. Allons-y, garçon, à l'attaque, lança la voix juvénile de Peter.
chacun se croyant le dernier survivant de l'équipage. À 1 contre 1, ils étaient les plus forts, mais comme ils se bornaient à se défendre, cela permettait aux garçons de chasser par paire et de choisir leur proie. Certains de ces scélérats se jetaient à la mer, d'autres se cachaient dans des coins sombres où la plume, qui ne combattait pas, allait les dénicher avec une lanterne qui leur braquait en plein visage, de sorte qu'à moitié aveuglés, ils faisaient des victimes toutes prêtes pour les épées fumantes des autres garçons. On n'entendait que le fracas des armes, de temps à autre un cri de douleur ou un plouf. Et la plume, comptant d'un ton monocorde, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lorsqu'il n'en resta plus un seul à bord, un groupe de garçons, plein d'ardeur, entoura Crochet, qui sembla ravi de l'aubaine, tandis qu'il les tenait à distance dans son cercle de feu. Il était venu à bout de ces hommes, mais à lui seul, il était de taille à lutter contre eux tous. Chaque fois qu'il revenait à la charge, il les repoussait loin de lui. Il avait soulevé un garçon avec son crochet et s'en servait comme d'un bouclier, lorsqu'un autre qui venait de passer son épée à travers de Mullins se jeta à la mêlée. « Levez vos épées, les gars !» s'écria le nouveau venu. « Cet homme m'appartient. » Et Crochet se trouva soudain face à face avec Peter. Les autres reculèrent et formèrent un cercle autour d'eux. Les deux adversaires échangèrent un long regard. Crochet frissonnait légèrement et Peter arborait son étrange sourire. « Ainsi, bon, dit enfin Crochet, tout ceci est ton œuvre. » « Oui, Jacques Crochet, répondit l'autre durement, c'est mon œuvre. Insolente et orgueilleuse jeunesse, apprête-toi à affronter ton destin. »« Homme ténébreux et malfaisant, répondit Peter, défends-toi. » Sans échanger d'autres paroles, ils se mirent à l'ouvrage et pendant un moment, il n'y eut davantage ni d'un côté ni de l'autre. Peter était un magnifique escrimeur et parait les coups avec une rapidité foudroyante. Il feintait puis allongeait. Une botte qui surprenait la défense adversaire malheureusement, la portée insuffisante de ses coups, l'handicapait puisqu'il ne pouvait toucher l'ennemi. Crochet, aussi brillant sinon aussi preste dans le jeu du poignet, le força à reculer sous l'élan de ses assauts, espérant finir rapidement grâce à une botte secrète que lui avait renseignée Barbecue, autrefois à Rio. Mais à son vif désappointement, la botte fut détournée à chacune de ses tentatives. Il voulut alors frapper le coup de grâce avec son crochet de fer qui déchirait l'air. Peter esquiva, se faufila par-dessous et allongea un coup décisif qui transperça le capitaine entre les côtes. À la vue de son propre sang, dont vous vous en souvenez, la couleur peu ordinaire lui était insupportable. L'épée tomba de sa main et il se trouva à la merci de Peter. « Achève-le » crièrent les garçons. Mais d'un geste sublime, Peter invita son ennemi à ramasser son épée. Crochet ne se le fit pas dire 2 fois, avec cependant le sentiment tragique que Peter lui donnait une leçon de savoir-vivre. Jusque-là, il croyait combattre un démon, mais de plus sombres soupçons l'assaillirent. « Qui es-tu donc, Pan » cria-t-il. « Je suis la jeunesse, je suis la joie, répondit Peter, tout à trac. Je suis un petit oiseau sorti de l'œuf. Cette réponse absurde prouvait néanmoins que Peter n'avait pas la moindre idée de ce qu'il était, ce qui est le degré suprême du bon ton. « En garde » cria Crochet désespéré. Il combattait à présent comme une fauvette homme. Chaque coup de ce terrible lame eût coupé en deux n'importe quel adversaire, adulte ou enfant. Mais Peter voltigeait autour de lui, comme si le vent des épées fendant l'air le chassait hors de la zone de danger. Et il pointait, piquait son trait. Crochet se sentit perdu. Ce cœur passionné ne demandait plus à battre. Il ne sollicitait plus qu'une faveur avant de se glacer pour toujours.
sur le pont, distribuant au hasard des coups impuissants. Son esprit n'était plus avec eux. Il était affalé sur les terrains de jeu d'antan, renvoyé définitivement et surveillant la partie comme un joueur sur la touche. Mais quelle touche! Ses souliers étaient corrects, son gilet était correct, son nœud de cravate, ses bas étaient corrects. Adieu, ô Jacques Grochet, nous te saluons, bien que tu ne sois pas tout à fait un héros, car le voici arrivé à son heure dernière. Alors que Peter volait lentement vers lui, le poignard levé, il sauta par-dessus le bastingage et plongea dans les flots. Il ignorait que le crocodile l'y attendait. C'est exprès que nous avons arrêté le réveil, afin de lui épargner cette information douloureuse. N'est-ce pas la moindre des choses que de lui témoigner quelque respect au moment de son trépas? Il eut un dernier triomphe que nous lui reconnaîtrons sans lésiner, comme il enjambait le bastingage. D'un geste, il invita Peter à se servir de son pied plutôt que de son poignard. De sorte qu'au lieu de frapper, Peter shoota. Crochet avait obtenu la faveur qu'il désirait tant. Choquant, s'écria-t-il joyeusement, et il se livra d'un cœur content au crocodile. Ainsi périt Jacques Crochet. 17 proclama la plume, mais il se trompait dans les calculs. 15 seulement payèrent pour leur crime cette nuit-là, et 2 purent regagner le rivage. Starky, qui devait être capturé par les peaux rouges et condamné à leur servir de bonne d'enfant, mélancolique de dégringolade pour un pirate. Et Smith, qui désormais erra à travers le monde en lunettes, gagnant une maigre subsistance à prétendre qu'il était le seul homme que Jacques Crochet eût jamais craint. Pendant ce temps-là, Wendy s'était tenue en dehors du combat, regardant Peter avec des yeux brillants. Maintenant que tout était terminé, elle retrouva son importance. Elle les admirait tous également et frissonna délicieusement quand Michael lui montra la place où il avait tué un pirate. Puis, elle les emmena dans la cabine de Crochet et pointant un doigt vers la montre du défunt capitaine, suspendue à un clou. 1h30, dit-elle. L'heure tardive lui importait plus que le reste. Rapidement, elle les installa dans les couchettes des pirates, et nous pouvons être sûrs que cela ne traîna pas. Peter eut le droit d'arpenter le pont jusqu'à ce qu'il s'endormît au pied du canon. Un de ses cauchemars vint le visiter. Il pleura longtemps dans son sommeil, et Wendy le serrait bien fort contre elle. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce 15e chapitre de Peter Pan vous aura plu. Il ne reste plus que 2 chapitres avant la fin. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit. Et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.